Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints dans Longue Vue, une émission portée par l'Unédic qui explore le futur du marché du travail et de l'emploi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au sujet dont tout le monde parle, l'IA. Et plus précisément, l'impact de l'IA sur le travail. Comment est-ce que cette nouvelle révolution technologique va bouleverser ou non à la fois le marché du travail et nos propres habitudes de travail? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Laure Baquero, économiste à l'Unédic et autrice d'une revue de littérature sur les effets de l'IA sur l'emploi, et Vincent Roberti, directeur des services numériques et de la stratégie de la donnée à l'Unédic également. Longue Vue, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Alors l'IA, effectivement, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment, qui suscite les commentaires les plus extrêmes. Vous avez les technophiles un peu béats qui pensent que demain tout va être réenchanté dans notre monde grâce à l'intelligence artificielle qui va enlever toute pénibilité au travail. Et puis de l'autre côté, vous avez des pessimistes qui nous expliquent au contraire que ça va être l'effondrement, le chaos, il n'y aura plus d'emploi pour personne. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander exactement où vous vous situez, mais quand même peut-être un peu en termes de sentiments, plutôt optimistes, plutôt pessimistes, quelle serait la tendance du jour? Et puis aussi une question un peu plus personnelle à tous les deux pour commencer. Vincent, est-ce que vous sauriez dire quand remonte votre éveil au fait que l'IA allait être un enjeu majeur? Je m'en souviens très très bien. C'était en décembre 2022, tout simplement. C'est récent. C'est récent, avec ChatGPT ouvert en 3.5. Mon premier prompt, et là de me rendre compte en fait de la simplicité d'usage par rapport aux résultats obtenus. J'ai eu la même chose en 98 avec mon premier search sur Google. Voilà, c'est simplicité d'usage et puis une qualité de réponse finalement au-delà de la simplicité. Donc très très fort. Alors Google est rentré dans nos vies de façon... c'est glissé dans nos vies, que ce soit pour nos recherches, nos déplacements, nos loisirs. Mais pour l'intelligence artificielle, on annonce des basculements beaucoup plus forts. Je caricaturerai un petit peu en introduction, mais vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup détruire ou au contraire que ça va être un peu notre nouveau partenaire de vie? Alors ça va transformer, ça c'est sûr. Par contre, comment ça va le transformer, quel va être l'impact, ça va dépendre finalement de la combinatoire qu'on va avoir. Parce que ce n'est pas l'IA tout seul qui va transformer les choses, c'est clairement une combinatoire. Ce n'est pas Google tout seul qui a transformé les choses, c'est avec des combinatoires. Donc ça va être la combinatoire avec d'autres technologies, avec des usages, et on va voir si en effet on est sur des combinatoires qui sont pessimistes ou optimistes. Là, c'est l'homme qui va choisir. Hein. Et on a une heure pour en débattre, notamment avec vous, Laure. Est-ce que vous aussi, vous avez comme ça un carbone 14, un jour où vous vous êtes dit « Ah, ça y est, l'IA va changer ma vie ». De mon point de vue, c'était plus progressif. J'ai abordé les effets de l'IA d'un point de vue professionnel pour voir les effets qu'il y aurait sur l'emploi. Et pour ça, je me suis renseignée, je me suis documentée. Donc j'ai lu énormément pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte qu'en effet, l'IA générative a un potentiel assez énorme. Donc voilà, graduellement. Graduellement, vous êtes économiste. Quel lien vous tirez dans votre exercice quotidien des relations entre IA et emploi-travail ou chômage, selon le côté où on regarde? Disons que l'IA a acquis assez rapidement le statut de révolution technologique. Et à ce titre, elle est associée à un phénomène en économie qui s'appelle la destruction créatrice, qui veut que, globalement, une innovation rend obsolète certaines tâches ou fait en sorte que ce soit la technologie qui les effectue plutôt que les personnes qui les effectuaient au préalable. Donc ça peut détruire des emplois. Dans le même temps, ces innovations peuvent aussi créer de nouveaux besoins, de nouvelles tâches et donc de nouveaux emplois. Donc in fine, l'IA, ce qui est attendu de l'IAG, c'est que ça génère des destructions d'emplois, mais aussi des créations d'emplois et surtout beaucoup de transformations des emplois existants. Et c'est de ce point de vue-là que c'est intéressant de se pencher sur le sujet. Alors, la théorie de la destruction créatrice, c'est pas neuf, parce qu'on doit ça à un monsieur qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui vivait bien avant l'IA. Et depuis, effectivement, on a pu constater à chaque révolution industrielle qu'il y avait des emplois qui disparaissaient avec des technologies qu'on n'utilisait plus, ou aussi souvent les technologies cohabitent. Enfin, je veux dire, quand on a commencé à utiliser du pétrole, on a quand même toujours utilisé du charbon, etc. Et donc, en fait, c'est un peu ça qui va se passer avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA ne va pas faire disparaître du jour au lendemain des milliers de métiers, en fait. C'est ça qu'on se dit. Non, tout à fait. On n'éteint pas tout ce qui s'est passé avant et nouvelle donne. En fait, c'est une nouvelle étape, globalement. L'IA, elle n'est pas arrivée toute seule, elle est arrivée parce qu'il y avait déjà des choses qui existaient au préalable, Internet, les outils informatiques, ainsi de suite, elle se construit là-dessus. Et donc, c'est une nouvelle étape de ça.
Et donc, de la même façon que la fin des années 90, début 2000, la révolution Internet n'a pas détruit tous les emplois et n'en a pas créé une infinité d'autres, là, c'est ce qui devrait se passer aussi. En tout cas, c'est ce qui est attendu, de la même façon qu'à l'époque avec le moteur à explosion, l'électricité et ainsi de suite. On est quand même dans ce genre de basculement et donc effectivement ça vaut le temps qu'on prenne un peu de temps pour échanger là-dessus, c'est que ça va changer beaucoup de choses. Vous, Vincent, vous êtes directeur des services numériques et de la stratégie de la donnée, donc un intitulé qui dit bien à quel point l'IA est cruciale dans votre quotidien. Mais pour l'UNEDIC, en quoi est-ce que l'UNEDIC, qui donc encore une fois gère l'assurance chômage, en quoi est-ce que l'IA pourrait changer la donne? Alors, de deux choses. La première, c'est que ça va déjà changer la donne dans les différents métiers que l'on peut avoir dans les directions métiers de l'UNEDIC. Donc là, il va falloir en effet accompagner, suivre, permettre finalement aux directions métiers d'utiliser les nouveaux outils qui vont se mettre en place, notamment avec l'IA qui est en train de se démocratiser, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de l'analyse des chiffres dans la direction de l'or, ou que ce soit tout simplement au niveau financier pour faire des simulations économiques ou des simulations d'investissement. Parce que l'UNEDIC doit répondre finalement dans ses missions à éclaircir finalement et à fournir des informations aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause, à garantir le financement de l'assurance chômage, à accompagner finalement la mise en œuvre de la réglementation. Donc dans tous ces domaines-là, où ce sont des missions qui sont là depuis des années et des années au sein de l'assurance chômage, l'IA va intervenir par petites touches sur certaines des tâches qui peuvent être automatisées, qui peuvent être améliorées, qui peuvent être finalement renforcer l'efficience des différentes missions et des différents métiers au sein de l'UNEDIC. Et donc là, moi, mon rôle, ça va être en effet d'accompagner cette transformation, comme dans n'importe quelle entreprise. En fait, comme dans n'importe quelle entreprise, il faut accompagner cette transformation. Ça a été le cas avec l'informatique, c'était le cas avant avec l'électricité. C'est la même chose là avec l'intelligence artificielle qui va arriver. Ça ne sera pas une vague, comme disait Laure, en effet, ça ne sera pas une grande vague, mais ça va se faire de manière sans marche arrière possible. On en verra peut-être plus tard, mais... On va y aller doucement, mais toujours en marche avant, quoi. C'est ça, il y aura toujours de la marche avant parce que l'impact est très fort à chaque fois. Alors parfois, on est toujours dans de l'informatique, néanmoins, il y a des coûts, il y a une problématique potentielle de RSE, c'est énergétiquement... ça consomme. Donc il y a une réflexion à avoir. Ce qui est nouveau, notamment avec l'IA générative qui a donné un grand coup d'accélérateur, c'est que notamment ChatGPT et les autres qui ont suivi derrière ont rendu accessible à tout le monde, depuis chez soi et depuis son téléphone portable, à pouvoir tester l'IA en fait. On peut peut-être juste redonner une définition pour faire un peu de pédagogie de ce qu'est l'IA générative, en quoi est-ce qu'elle se distingue de l'IA originelle? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, chaque IA s'appuie l'une sur l'autre, on va dire, entre les différentes générations. La dernière génération avant l'IA générative, c'était le deep learning, c'était un apprentissage automatique. Là, avec l'IA générative, il y a une génération de réponses qui est faite aussi. Donc là, on est sur quelque chose où aujourd'hui, on a une réponse articulée qui est faite et qui permet finalement de pouvoir avoir une sorte d'interface naturelle avec l'humain. Très clair pour les enjeux. Je vous propose de commencer à faire un peu de prospective. Donc Laure, vous avez réalisé une revue de littérature sur ce qu'on sait aujourd'hui des potentielles évolutions du marché de l'emploi grâce à l'IA. Je vous soumets ce premier chiffre. Alors, hop. Donc, je pense que ça doit s'afficher à l'écran. Le chiffre, c'est 47%. 47%, c'est issu d'une étude qui date de 2013 d'Oxford, qui dit que 47% des emplois aux États-Unis pourraient être menacés par l'informatisation. On était en 2013, nous sommes plus d'une décennie plus tard. Alors, est-ce que la prophétie s'est avérée? Et si jamais ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a déraillé dans le calcul alors? Cette étude, c'est une étude de 2013, en effet, qui portait sur les effets de la révolution des technologies de l'information et de la communication sur l'emploi aux États-Unis. Et en effet, elle était très pessimiste. Elle estimait que peut-être la moitié des emplois seraient menacés. Avec le recul, et heureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il y a eu des emplois détruits, certes, pas qu'aux États-Unis, ailleurs aussi. Il y a eu surtout beaucoup d'emplois transformés. Et en fait, c'est ça qui n'était pas intégré encore dans cette étude de l'époque, c'est le fait que l'exposition aux nouvelles technologies, ce n'est pas simplement le fait que la nouvelle technologie va remplacer des emplois, c'est qu'elle va en transformer surtout beaucoup.
Bon, maintenant, c'était sur la révolution TIC, maintenant on est sur la révolution IA, et là, c'est ça qui est sur le devant de la scène maintenant, et les économistes ont délaissé les effets de la révolution TIC, même s'ils ne sont pas tout à fait encore consensuels, pour s'attacher aux effets de l'IA sur l'emploi. Mais pour être très clair, ça veut dire que des tas de métiers de service, par exemple, n'ont pas disparu, mais ont intégré dans leur quotidien l'IA pour interagir, par exemple, avec des usagers. Enfin, j'imagine que dans les relations commerciales, c'est des choses qui se sont beaucoup développées, par exemple. Oui, oui, non, mais tout à fait. Là, dans n'importe quelle sphère, même des relations, des gens qui sont en relation avec le public, pour faire certaines tâches administratives qui ne sont pas les tâches majeures de leur emploi, mais qui font partie de leur emploi. Donc voilà, ils ont intégré les outils informatiques à l'époque, et ils vont probablement le faire aussi là avec l'IA générative dans les décennies à venir. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux a la réponse à cette question qui est un peu un marronnier de la presse qui revient tout le temps, mais on dit que l'IA, effectivement, va continuer à détruire beaucoup d'emplois. Et avec ChatGPT, il y a vraiment eu un vent de panique inédit, parce que c'était la première fois qu'une révolution technologique touchait les cols blancs, hein, les cadres et les professions créatives. Et on a dit que, notamment, un grand nombre de métiers de créatifs allaient disparaître du jour au lendemain, puisque l'IA allait plus vite, faisait pour moins cher, etc. Votre sentiment à tous les deux, là, entre fantasme et réalité, on en est où? Qu'est-ce qui va disparaître? Tu veux... Ouais, je prendrai la une première suite. réponse. En tout cas, un premier avis. Il va y avoir en fait, il va y avoir une transformation entre, et surtout plutôt un déséquilibre entre ceux qui vont utiliser la technologie de l'IA et ceux qui ne vont pas l'utiliser. C'est pas forcément quelque chose de négatif, sauf lorsqu'on est sur un métier où beaucoup de tâches peuvent être remplacées par, ou en tout cas peuvent être augmentées par une IA. Dès lors que beaucoup de tâches, on n'a pas vraiment ce seuil, mais 50, 60, 70% des tâches peuvent être augmentées ou en tout cas maîtrisées par une IA, notamment une IA générative, dès lors qu'il y a des échanges avec des clients, avec des prospects, enfin avec d'autres humains. Là, en effet, on va avoir un déséquilibre très fort entre ceux qui sont équipés de ceux qui ne le sont pas. Et ça, aujourd'hui, on a encore du mal à mesurer finalement, parce que c'est une technologie qui est encore en train de bouger, elle n'est pas encore stabilisée. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 6 mois. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir mesurer finalement l'impact dans des métiers créatifs, savoir si ça va vraiment toucher. En tout cas, ce qu'on peut déjà commencer à lire, c'est que dans la littérature, on va dire, du créatif, c'est qu'il y a quand même, ils se rendent compte aujourd'hui d'avoir une concurrence beaucoup plus accrue, notamment au niveau tarif, entre des gens qui utilisent pleinement l'intelligence artificielle dans leur métier de créatif, de ceux qui ne l'utilisent pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'utilisent pas vont mourir, mais il va en rester moins. Il y a moins de cordonniers maintenant. Pourtant, il y en a encore. On en aurait besoin, parce qu'il faut plutôt prolonger la durée de vie de nos chaussures, donc ça va revenir. Ouais. Dans cette transformation-là, il y a un moment donné, on a moins besoin de créatifs en nombre. Mais on a toujours besoin de créatifs, même avec de l'IA. Donc ça ne va pas détruire un métier, ça va transformer l'équilibre entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Et sur les aspects, j'arrive vers vous, sur des familles de métiers, mais sur les aspects créatifs, on a longtemps cru en fait que l'IA était très limitée. Je pense par exemple à des fonctions comme la traduction. Google Translate, pour ne pas le nommer, faisait des résultats un peu aberrants, etc. Là, on a pu voir que c'était quand même extrêmement rapide. Alors, pour peu qu'il y ait une petite vérification humaine derrière sur des questions comme les noms propres, etc., mais ces logiciels vous permettent d'obtenir quand même des traductions qui sont assez sidérantes. Donc derrière, ça pose des questions d'acceptabilité sociale assez fortes. Est-ce qu'on a encore besoin de traducteurs? Est-ce qu'on a besoin de voix off dans les dessins animés ou autres quand les robots savent le faire? Je sais qu'il y a eu l'année 2024 a été émaillée de grèves des deux côtés de l'Atlantique, où on sent quand même qu'il y a une panique qui est nouvelle, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est qu'on a fait un bond technologique. Il y a un bond technologique et surtout, paradoxalement, par exemple, à l'image, où le droit à l'image est reconnu d'un point de vue international, alors plus ou moins fort d'un pays à un autre, mais le droit à l'image est quelque chose qui est reconnu. Et qui est dans les lois. Le droit à la voix n'existe pas, sauf à avoir déposé sa voix. Aujourd'hui, 15 minutes de voix
enregistrer, donner à une IA disponible sur Internet pratiquement gratuitement, permet de lire n'importe quel texte avec la voix de cette personne. On peut imaginer tous les débordements que ça peut faire. Les exemples les plus célèbres, c'était avec Obama, qui racontait n'importe quoi. Mais exactement, mais c'est accessible à tout le monde. La vraie différence aujourd'hui et la bascule que tu m'as demandé au tout débat démarrage, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui ne nécessite pas beaucoup de matériel chez soi. C'est-à-dire que tout est aujourd'hui dans le cloud. On arrive après l'époque du cloud. Donc tout est cloudifié, quelques dizaines de dollars, et on a toute la puissance. Pour tout le monde. Et du coup, Laure, même question, si on a toute la puissance pour tout le monde avec quelques dizaines de dollars, quels effets ça peut avoir ? Les effets que ça peut avoir ne sont pas connus encore de façon certaine. En fait, je dirais que c'est un peu tôt. Comme disait Vincent, on en est au début là encore de la révolution IA. On ne sait pas quelles sont l'intégralité de ses capacités. C'est beaucoup trop tôt pour ça. Les chercheurs en économie sont quand même d'accord pour dire deux choses. Enfin, pour dire globalement une chose, c'est que il y aura des effets sur l'emploi qui va passer par la substitution à certains métiers et la valorisation d'autres métiers. C'est-à-dire l'IA va pouvoir effectuer certaines tâches à la place de certaines personnes, donc effectuer finalement toute leur profession pour les professions qui sont intensives dans ce type de tâches facilement automatisables. Et pour les autres, l'IA va pouvoir leur dégager du temps, c'est-à-dire qu'elle va effectuer certaines tâches un peu répétitives ou plus ou moins cognitives. Ces emplois les personnes pourront ensuite effectuer d'autres tâches. La question est de savoir en fait où se place le curseur. Et alors, autant les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il va y avoir cet effet-là, qu'on peut dire substitution, valorisation, autant la question est de savoir quel est le curseur, quel potentiel on accorde aux IA. Est-ce qu'on se dit que c'est des tâches répétitives qui vont du coup se suppléer à des professions administratives ou de comptabilité mentionnées par pas mal d'articles sur le sujet, ou est-ce qu'on place le curseur plus haut et on se dit, en fait, l'IA pourrait aussi effectuer des tâches qui requièrent des compétences cognitives ou créatives. Et dans ce cas-là, on part sur des emplois plus qualifiés. Il y a des exemples de juristes qui sont apportés, il y a des exemples de métiers de l'enseignement et de la formation. Et il y a même pour certains, les économistes seraient menacés. Ça va, vous le vivez bien ? Encore un peu, ça va. J'ai un peu de sursis, on va dire. Mais à chaque fois, on voit bien aussi que c'est le devenir de... Enfin, c'est si on considère les compétences humaines comme machinales. Parce que vous prenez l'exemple des juristes, une machine pourra beaucoup plus rapidement qu'un juge compulser 3400 antécédents dans un cas de divorce et dire, eu égard à la littérature sur les 3400 précédents cas, la garde alternée se fait de temps avec une pension alimentaire de temps. Mais ça reste une vision machinique du travail et pas humaine. Oui. C'était la même vision qui avait été faite à l'époque de la révolution Internet et d'éthique. Justement, c'est découper les professions par tâches et dire celle-ci est automatisable, celle-ci ne l'est pas. Bon, le problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certaines études finalement qui ont été beaucoup trop pessimistes. Donc il faut revenir un peu là-dessus, voir comment les métiers ont aussi une transformation organisationnelle, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients d'une recette. Il ne faut pas oublier qu'il faut mélanger pour obtenir le gâteau à la fin. Donc ça ne se fait pas seulement en compilant les ingrédients. Il faut mélanger et il faut arriver à quelque chose qui fasse corps au niveau de la société. Et donc il y a d'autres ingrédients qui sont... Là, pour le coup, on sort un peu de l'aspect seulement économique, mais qui sont les affaires d'éthique, de gestion de données, et ainsi de suite, de morale aussi. Et bon, ça, c'est pas le cœur de la littérature économique sur laquelle je me suis penchée, mais c'est aussi très important, en effet. Et sur la partie avocat, au final, ça va leur donner aussi plus de temps pour dialoguer avec leurs clients. Donc il y a toujours ce paradoxe d'une augmentation significative de l'automatisation, mais avec un ajout à un moment donné de supplément d'âme pour rééquilibrer. Parce que si on n'est que sur l'automatisation et donc sans âme, au bout d'un moment, ça s'arrête quand même. Et c'est une chose qui inquiète énormément ceux qui fournissent aujourd'hui les grands modèles publics, alors que moi je suis plutôt sur des petits modèles open source qu'on peut intégrer nous-mêmes, mais sur les grands modèles publics, leur vraie inquiétude d'aujourd'hui, c'est de perdre ce supplément d'âme. Quand on voit que les dernières évolutions de la version Voice de ChatGPT, c'est d'intégrer des temps de respiration dans les réponses pour paraître plus humain, on voit bien quel est leur problème. Il ne faut absolument pas que on comprenne que ce soit un robot.
ou que ça soit déshumanisé. Il faut vraiment que ça soit une interface humaine la plus ressemblante, le côté artificiel, ressemblante possible au vivant. Mais ça, c'est un débat qui a au moins 30 ans, puisque la première fois que Garry Kasparov perd contre Deep Blue, c'est parce que Deep Blue, à court de solution, fait un mouvement qui n'est pas celui d'une machine, et donc Kasparov ne comprend pas, il dit c'est un humain qui a joué, il pense même qu'on avait triché et qu'il y avait un complot derrière lui. Sur le jeu de Go avec Google DeepMind, ça a été exactement pareil. Il y a eu un mouvement sur le jeu de Go qui n'avait jamais été fait et qui a été analysé ensuite derrière et qui est aujourd'hui appris par les humains. Voilà. Alors on voit bien avec vous effectivement qu'il y a différentes révolutions, l'informatique, Internet, maintenant l'IA. Je vous soumets à tous les deux une citation que je vais lire en anglais, on va la voir à l'écran. Je n'ai pas moi-même Google Translate. You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics. C'est Robert Solow qui était quand même prix Nobel d'économie, donc a priori il savait ce qu'il disait. Que vous inspire cette citation alors, Laure, vous qui êtes économiste? C'est le paradoxe de Solow en fait, qui disait l'informatique, les ordinateurs se sont diffusés assez rapidement quand même partout dans la société et il était attendu d'avoir beaucoup de gains de productivité grâce à l'informatisation des emplois. Sauf que on ne l'a pas constaté rapidement, du moins, et pas partout, comme c'était attendu. Aux États-Unis, ça y est, on a fini par analyser la situation. On constate qu'il y a effectivement eu pas mal de gains de productivité suite à cette révolution technologique. Mais ce n'est pas le cas en Europe ou dans des beaucoup moindres mesures, notamment en France. Et donc là, le paradoxe de Solow demeure paradoxal aujourd'hui. Il y a plein d'explications sur le sujet, mais c'est ce qui fait dire aussi que une révolution technologique qui est censée apporter des gains de productivité, et c'est ce qui est attendu de la révolution IAG, jusqu'où on va se porter finalement? Est-ce qu'on va avoir seulement la partie usage et fun pour certains de l'IAG et ainsi de suite? Ou est-ce que ça va vraiment être intégré par les entreprises et à quel point et à quelle vitesse ça va être intégré par les entreprises pour gagner en productivité? Le corollaire d'une augmentation de la productivité, malheureusement en général, c'est qu'il y a des emplois qui sont détruits. Donc ça va être toujours ces histoires d'arbitrage entre les deux. Et là, on est sur du prospectif. Toutes les études sont du prospectif. Elles ne sont pas du tout d'accord les unes avec les autres. Certains pensent qu'il y aura plus 0,2 de productivité par an par rapport à ce qu'on a actuellement. Il y en a d'autres qui se disent non, ça peut monter jusqu'à plus 3. Enfin, voilà. Mais ça reste quand même sur une échelle assez restreinte. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais dans les grands récits de science-fiction d'après-guerre, dans les années 50-60, quand vraiment l'informatique commence à se développer, on imagine qu'elle va être capable de nous amener des voitures volantes et qu'on n'aura plus besoin de travailler qu'1 ou 2 heures par jour, ce que beaucoup d'économistes ont dit. On en est quand même hyper loin, en fait. C'est un peu décevant, en fait. On joue à se faire peur avec la révolution. Je ne sais pas si c'est décevant. Non, mais en effet, on ne peut pas forcément, dès lors qu'on est sur une technologie qui révolutionne, on ne peut pas maîtriser et comprendre ce qui va en sortir derrière. Dès lors qu'on a allumé la première ampoule avec de l'électricité, on ne pouvait pas savoir ce qu'on allait faire ensuite derrière. Donc et on parle bien d'IA générative, et pas, les autres IA elles sont là depuis déjà 10-15 ans, donc elles sont déjà bien implantées, et on l'utilise même sans s'en apercevoir. Un peu comme les ordinateurs, on ne les voit pas, l'IA est déjà là en fait. Quand on fait une recherche de plan en disant je veux aller à telle adresse, en fait c'est une IA qui nous donne un chemin. Exactement, il y en a partout. En fait, il y en a déjà partout, mais avec l'IA générative, c'est vraiment l'interfaçage avec le reste du monde informatique où l'humain va simplifier les choses. Et là, et comme je le disais au démarrage, c'est la combinatoire avec d'autres technologies qui peut vraiment changer la donne par domaine, par secteur, par métier. Et là, c'est en fonction justement de la créativité humaine. Ça ne se fera pas seul, hein. Il y a forcément de la créativité humaine qui va se mettre en place. Alors, je vous reprends l'iPad une dernière fois pour aller, effectivement, si on regarde un peu ce qui se passe à l'avenir, il y a des divergences très importantes dans les études que vous avez observées sur des emplois qui sont potentiellement menacés ou au contraire valorisés. Selon qui interroge, on part de versions résolument optimistes à des beaucoup plus pessimistes. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui font un peu consensus au milieu de tout ça ? Oui, il y a eu un consensus assez rapide. C'est ce que je disais un peu plus tôt sur les canaux de substitution, valorisation des emplois, d'une part.
Autre convergence dans la littérature économique qui suit, hein, enfin, la révolution IAG, elle est très récente et la littérature économique, pour le moment, elle suit. Elle s'adapte, elle voit les évolutions de l'IAG. Mais donc, à date, il y a un consensus quand même pour dire que les effets sur l'emploi seraient plutôt perceptibles dans les économies dites avancées. Et ça pour une raison simple, en fait, c'est que c'est dans ces économies-là qu'il y a le plus de gens qui travaillent avec des outils informatiques par rapport aux économies en développement ou émergentes. Donc, pour le moment, au moins, ce serait plutôt les économies occidentales et d'une partie de l'Asie et de l'Océanie qui seraient concernées par ça. Autre point de convergence, c'est que ce serait plutôt les femmes dont l'emploi pourrait être potentiellement menacé. C'est une histoire de structure du marché du travail, parce que la littérature penche pour dire que les femmes occupent proportionnellement plus des emplois qui seraient apportés de cette nouvelle technologie. Après, si on met le curseur plus haut sur les capacités de l'IAG... On parle des emplois administratifs, parce que les femmes sont aussi surreprésentées dans les domaines du soin, qui a priori sont moins... C'est vrai, tout à fait. Mais si on met le curseur plus haut, ce constat est atténué ou tombe. Si on met le curseur en disant que non, l'IA a aussi des capacités très cognitives, très très créatives, et ce constat de différence entre hommes et femmes tombe. Pour revenir après sur le début de votre question, savoir les différences qu'il y avait entre les différentes estimations des effets de l'IA sur les emplois, en effet, il y a par exemple le BIT ou la commission IA qui reprend en France la même méthode, estime qu'il pourrait y avoir 5% des emplois menacés dans les pays dits avancés ou en France pour la commission IA. Et le FMI lui dit mais non, en fait, ça serait plutôt 33%, ce qui fait finalement assez peur. Ça, c'est pour les emplois menacés. De l'autre côté, sur les emplois valorisés, le BIT dit 13% des emplois pourraient être valorisés quand le FMI parle de 27%. Et ce qui est encore assez différent aussi. Mais quand on fait la somme de ces chiffres, on se dit mais on n'arrive pas à 100%. Et c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a des emplois qui ne seraient a priori pas tellement concernés quand même par l'IAG. C'est ce qui relève principalement de l'humain, du manuel et de ce genre de choses. Et même peut-être certains emplois peu ou pas qualifiés qui, pour le coup, eux, ne seraient pas du tout concernés par l'IAG. Mais vous êtes économiste. Quand on demande aux économistes des prévisions sur la croissance ou les chiffres du chômage, les oscillations, ils sont pas d'accord évidemment, mais c'est à 0,2 près, à 1% pour le marché de l'emploi. Là, il y a un rapport de 1 à 6 sur les emplois menacés, de 1 à 2 sur le valorisé. Je ne sais pas si l'un de vous deux a une explication sur pourquoi est-ce qu'on a de tels ordres de grandeur. Il y a des histoires de différences de méthodologie, aussi de savoir à quelle nomenclature de métier il se réfère, selon qu'on se réfère à une nomenclature européenne ou une nomenclature américaine, et ne découpe pas les professions de la même façon. Donc, logiquement, les calculs n'apportent pas la même réponse. Il y a une histoire de jusqu'où on place le curseur des capacités de l'IAG, pardon. Et ensuite, il y a le pari qui est fait sur le degré et la vitesse d'adoption de ces nouvelles technologies. Plus ce sera répandu, plus il y aura des effets, en effet. Sur cette question, Vincent, parce que je sais qu'il a fallu 70 ans pour qu'il y ait 1 milliard de personnes qui soient connectées à la télé, mais en quelques mois, il y avait 1 milliard d'utilisateurs de TikTok. Enfin, la rapidité de pénétration des outils, aujourd'hui, elle est folle. Oui, la pénétration de ChatGPT et de ses consoeurs équivalents est encore plus rapide que TikTok. Mais quand on regarde ce que vient de dire Laure, notamment sur les différents métiers qui ne sont potentiellement pas impactés, si on fait une combinatoire de l'IA génératif avec une robotisation humanoïde qui s'accélère énormément, on va vers des métiers très manuels qui seront peut-être complètement impactés par l'IA générative et la robotique, qu'on n'avait pas forcément en robotique pure. Et je fais ce comparatif avec, par exemple, on a tous essayé il y a 10-15 ans de pouvoir dicter un texte dans son application. Ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu. C'est juste que c'est le même, la même finalité, le même souhait, mais aujourd'hui, ça marche. On a passé un cap sur quelque chose où il y a plein de choses qui ne marchaient pas avant, qui aujourd'hui, mixées avec l'IA générative, marchent. La robotisation humanoïde, j'entends bien humanoïde, ça veut dire qu'elle s'adapte parfaitement bien à l'environnement humain. Avec l'IA générative, sera beaucoup
et les caméras qui vont avec, et les scanners qui vont avec. Enfin, tous les travaux qui ont été faits, notamment avec la voiture autonome, a permis justement de pouvoir les intégrer aujourd'hui dans les robots humanoïdes et d'avoir, avec l'IA générative, quelque chose qui s'adapte complètement, en tout cas, à l'environnement humain. Donc là, même les études qui ont été faites il y a maintenant 1 an ou 2 vont devoir être refaites pour se projeter un petit peu plus et savoir le curseur, on le positionne où. D'où cette échelle extrêmement grande, ce qu'on appelle un flou cinétique. On est en plein mouvement. Merci de nous avoir effectivement expliqué ces différences d'ordre de grandeur qui sont saisissantes. On reviendra tout à l'heure sur les voitures autonomes parce que pour l'instant, elles ne roulent pas et ce n'est pas une question de possibilité technique mais de réglementation. Bon, avec Laure, on a beaucoup mieux vu le cadre macroéconomique. Je vous propose de descendre dans la machine des organisations du travail. Vincent, qu'est-ce que ça va changer concrètement au quotidien, l'IA demain dans les organisations, à court et puis à moyen terme ? Alors à court terme, très rapidement, c'est une technologie qui arrive très vite, on vient de le dire. Ça nécessite de former les gens, ça nécessite de dédiaboliser parfois certaines choses, de croire aussi à la baguette magique de l'IA générative, et ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de formations à faire, à tous les niveaux, pour tout le monde, que ce soit des décideurs ou des collaborateurs. Le management aussi va devoir être changé dès lors que l'IA va être intégrée dans le processus de production. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer aussi. Pourquoi ça change le management ? Ça change le management dans le sens où lorsqu'on demande à une personne, par exemple, de faire un compte-rendu d'une réunion et qu'il a l'après-midi pour le faire ou 2 heures pour le faire, demain, si on a l'option ou l'offre de service de faire des comptes-rendus automatiques directement avec l'IA générative, ça prend 1 minute 30 ou 2 minutes à vérifier si finalement, dans le compte-rendu, c'est bien ce qui a bien été dit et de le valider. Donc le temps de travail va peut être le même, la répartition du travail va peut être le même. Donc en fonction de la technologie et des offres de services qui vont être mis en place, il va falloir adapter finalement le management, former les gens peut-être à faire autre chose. Donc il y a une organisation, une répartition des tâches qui peut être bouleversée avec l'arrivée de la technologie. Donc le management et donc la conduite du changement, le management c'est aussi de la conduite du changement, il y a un accompagnement qui va devoir être fait. Et donc il va falloir aussi former les managers sur cette approche. Là, on est quand même beaucoup sur des aspects positifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur de la libération de tâches un peu aliénantes. Enfin, je n'ai pas une fascination pour les comptes rendus de réunion. Je pense que personne n'en a spontanément, même si c'est sympa d'essayer de se rappeler ce qui s'est dit, quoi. Aujourd'hui, clairement, que ce soit les médecins ou même chez France Travail, aujourd'hui, la volonté de pouvoir faire en effet des comptes rendus automatiques d'un échange entre son conseiller et le demeureur dans l'emploi et vérifier ensuite ensemble à la fin de la réunion finalement tous les points ont été rangés correctement dans le bon ordre, avec un vrai compte-rendu, non pas un compte-rendu minute où il faut tout relire pour essayer de comprendre, et corriger avec l'humain et les 2 humains qui sont là pour vérifier que ça correspond bien et de gagner du temps. Oui, en effet, ça permet d'avoir plus de temps à l'échange humain. Donc ça, c'est plutôt très positif. Laure, dans votre revue de littérature, ce qu'on peut voir, effectivement, on en a parlé avant avec le paradoxe de Solow, c'est que l'IA va avoir des effets forts sur la productivité. En revanche, vous révélez, et là encore, il y a les 2 scénarios qui sont possibles, que l'IA pourrait soit augmenter, soit réduire les inégalités dans l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ça marche ? L'entrée fracassante de l'intelligence artificielle dans la vie des gens depuis fin 2022 peut nous laisser penser que ChatGPT et les robots intelligents vont tous nous remplacer. Mais qu'en est-il vraiment ? Qu'en pensent les économistes et les grandes institutions qui se penchent de près sur l'avenir du travail ? C'est tout l'objet de cette revue de littérature menée par l'UNEDIC pour mieux se figurer comment les experts anticipent les bouleversements liés à l'IA sur le marché du travail. Oui, ça c'est du point de vue des inégalités de rémunération du travail, des salaires donc. C'est vrai qu'il y a il y a 2 visions principalement. Et donc, il y a la vision qui est mainstream, on va dire, qui passe par les canaux de valorisation et substitution dont j'ai parlé tout à l'heure sur le marché de l'emploi. En gros, une IAG, si elle se substitue aux employés pour faire certaines tâches, elle va être plus productive parce qu'elle va faire ces tâches plus vite, peut-être mieux, mais surtout à moindre coût. Que ce soit pour les emplois qu'elle va totalement automatiser ou pour ceux qu'elle va automatiser en partie. Donc là, il y aura un gain de productivité certain. Les emplois qui seront valorisés, c'est-à-dire une partie des tâches automatisées qui libèrent du temps pour faire autre chose, on peut imaginer que ce temps, c'est pour faire autre chose plus productif encore. Donc, 2e espoir de gain de productivité. Et comme je disais plus tôt,
Une révolution technologique est censée être accompagnée de gains de productivité. C'est ça qui est attendu. Donc c'est logique de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est que ce qui découle de ça, sur le marché du travail, c'est que les emplois qui sont peu automatisables, qui sont valorisables, vont être de plus en plus attractifs, de plus en plus mieux rémunérés. À l'inverse, ceux qui sont complètement automatisés vont perdre en attractivité et eux seront de moins en moins bien rémunérés. Et du coup, se creusera les inégalités de salaire entre les deux. Ça, c'est la première vision des choses. Deuxième vision des choses, qui a été conduit à l'issue d'une expérience sur un centre d'appel aux Philippines, pour tout dire, veut que les IAG pourraient être utilisés pour homogénéiser en gros le niveau de productivité des travailleurs sur un même emploi. Et si on homogénise le niveau de productivité, c'est censé conduire à une homogénéisation aussi des niveaux de salaire. Et là, l'IAG permet de réduire les inégalités salariales. Donc deux visions complètement contraires, mais qui ne s'inscrivent pas du tout dans le même plan. L'expérience sur le centre d'appel, c'est plutôt un plan microéconomique. Ce n'est pas facile de traduire ça sur l'échelle macroéconomique et de le généraliser à tous les emplois. Et sur le plan macroéconomique, l'idée dominante, c'est de dire que non, ça va plutôt au contraire augmenter les inégalités salariales. À chaque fois, il va y avoir des discussions. Si je reprends mon exemple tout à l'heure des traducteurs, on peut imaginer que certains donneurs d'ordre, enfin certains clients disent aux traducteurs auxquels ils ont recours d'habitude, je te paye moins parce que je sais que tu te fais aider de ChatGPT, donc je baisse ton taux horaire. Ou au contraire, débrouille-toi et puis il y a la machine à côté. Et donc du coup, les traducteurs commenceraient à mieux gagner leur vie puisqu'une partie du travail serait effectuée par l'IA. Donc les deux scénarios sont possibles. Ça veut dire que ça va beaucoup mobiliser les acteurs de la négociation en fait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on peut imaginer. Et encore une fois, ça sera aussi, faudra voir à quel point est-ce que l'IA est vraiment fiable. C'est aussi une histoire de fiabilité des IA, parce qu'on peut imaginer les choses pour une traduction et pour un centre d'appel, par exemple. Mais comme le disait Vincent, il faut qu'il y ait l'humain derrière qui vérifie, qui corrige. Donc ça implique encore quand même des coûts. L'IAG n'est pas autonome, c'est ça ce que j'essaie de dire. Mais d'un autre point de vue, il y a encore des hallucinations sur l'IAG, donc il va falloir corriger tout ça avant de vraiment lui donner les clés de la voiture, quoi. Alors justement, il y a une des hallucinations autour de l'IAG, c'est qu'elle pourrait se substituer à l'humain sur la recherche d'emploi. Et on entend que demain, effectivement, à France Travail, ce ne sera plus que des robots qui vous répondront automatiquement, qui vous enverront des offres d'emploi. Alors, est-ce que c'est un fantasme? J'espère que vous allez me répondre oui. Et à contrario, comme vous parliez de libération par le travail, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le temps que les conseillers de France Travail vont gagner, ils vont pouvoir du coup avoir un meilleur accompagnement des chercheurs-chercheuses d'emploi? C'est clairement cet axe-là, vous me rassurez. Positif, où en effet l'objectif est de retirer les temps administratifs ou aliénants en termes de tâches du conseiller de France Travail pour qu'il ait plus de temps humain à passer avec le demandeur d'emploi, avec les entreprises également pour les accompagner à trouver et à répondre aux offres qu'ils émettent. Là encore, l'intelligence artificielle générative ou l'intelligence artificielle tout court, c'est quelque chose qui est juste du croisement d'informations moins bien fait que l'homme. C'est juste qu'il le fait à plus grande échelle. C'est tout, c'est juste ça. Donc il y a un vrai gain finalement derrière de dire il y a des choses automatiques où il faudrait beaucoup de monde pour me faire tous les comptes rendus, pour faire tous les croisements et autres. Là, je peux le faire de manière automatique et le temps humain qui est nécessaire parce que perdre son emploi, retrouver un emploi nécessite un accompagnement social en fait. Au niveau de France Travail, redonner du temps aux demandeurs d'emploi, c'est redonner du temps social à l'accompagnement des personnes qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure qu'on reparlerait de la voiture autonome. Mais en fait, la voiture autonome, aujourd'hui, on sait la faire rouler. On sait la faire rouler sans un humain dedans, quelle que soit la route. Mais ce sont les réglementations qui font qu'elle n'a pas le droit de rouler partout, notamment en ville, là où il y a du trafic ou au-delà d'une certaine vitesse. C'est un peu toute l'histoire de ce dont on parle depuis le début. On dit souvent qu'on a construit les autoroutes de l'information avant le code de la route. Là, pour l'IA, c'est un peu le contraire. On met quand même des réglementations et des barrières pour s'assurer qu'on ne va pas n'importe où. Non, on continue à faire des autoroutes sans code? Ouais, je pense qu'on continue encore à faire des autoroutes sans code. Alors,
plutôt aux États-Unis, un peu moins en Europe, où en effet l'IA Act européen est sorti. Malheureusement, il est sorti un peu tôt par rapport à l'arrivée de l'IA générative. Et donc, il a une bonne approche de risque par rapport à l'IA classique, on va dire, mais il est peut-être trop contraignant et ne va pas forcément permettre de développer l'IA générative, ou en tout cas d'aller se poser les bonnes questions pour pouvoir utiliser son potentiel. Et comme je l'ai dit, il y aura une différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Il y aura une différence entre les entreprises étrangères non européennes qui l'utilisent et les entreprises européennes qui l'utiliseront moins parce que contraintes par une réglementation. Donc il va falloir faire attention. Comme pour les autoroutes de l'information, il n'y a pas vraiment de frontières aujourd'hui. Donc il faut faire attention aussi à ça. Il ne faut pas non plus perdre en compétitivité au niveau européen. Donc il va falloir réfléchir, négocier et vite. Donc on met la ceinture mais on ralentit pas, Exactement. Très bien. Une autre fonctionnalité qui est très importante et qui est permise par l'IA, c'est l'appareillement, donc bien connu des utilisateurs de sites de rencontres qui vous permet de matcher ou non avec quelqu'un sur le marché du travail. Effectivement, c'est des entreprises qui cherchent des demandeuses d'emploi qui pourraient matcher avec elles. Est-ce que c'est au point, ces algorithmes, est-ce qu'ils fonctionnent ou est-ce que, un peu comme dans la vraie vie, parfois il y a des résultats un peu décevants de la personne qu'on rencontre? Est-ce que éthiquement on est bien sûr que c'est bon ou est-ce qu'il y a des risques avec des biais où on sait que ces algos ils sont quand même construits par des humains et que ça peut reproduire des biais? Les exemples les plus connus étaient que le moteur de recherche d'emploi de Google adressait systématiquement ses offres d'emploi de médecins à des hommes et d'infirmières à des femmes. Donc si c'est pour que ce soit la vision actuelle de nos stéréotypes renforcés par la machine, c'est dangereux. Alors, c'est un vrai sujet, en tout cas, de biais, que ce soit l'IA générative ou l'IA tout court, dès lors c'est en fonction des données qu'on lui donne à manger au démarrage pour lui apprendre. Si ces données ont des biais, il va générer des biais. Il va même les exacerber à un moment donné, vu qu'on lui demande d'aller plus vite et plus loin. Donc, évidemment, ça va être quelque chose où il faut, au-delà de mettre la ceinture, je pense qu'il va falloir avoir aussi des gens avec des radars sur les bords de route pour s'assurer finalement qu'on ne perde pas complètement le contrôle, qu'on garde le contrôle. Ce qui veut dire que, notamment pour l'assurance chômage, il est essentiel que le conseiller garde le contrôle final. Dire que ce n'est pas un algorithme qui aura la décision finale. Ça sera toujours un humain qui devra avoir la décision finale. Parce que justement, c'est cet humain qui va pouvoir corriger si nécessaire. Et c'est là où il va falloir faire attention. Dans la plupart des cas, ça fonctionne bien. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il peut y avoir des erreurs. C'est normal. L'IA générative est sur une base de statistiques. C'est de la logique statistique. Donc, c'est de la mathématique. Et donc, si, d'un point de vue mathématique, l'appareillement, c'est avec cette personne-là que ça paraît être le mieux, mais que c'est complètement stéréotypé, l'humain, lui, va pouvoir le voir. Parce qu'il est humain, il n'est pas statistique pur. Par contre, en effet, on va pouvoir apprendre auprès de l'IA générative, lui apprendre mieux. Aujourd'hui, on a tendance à tout lui donner et débrouille-toi un petit peu. Ça fait des résultats bien, mais un peu comme une courbe de Gauss, il y a des moments donnés sur les bords, il y a quand même des biais. Je pense qu'il faut expliciter pour les spectateurs la courbe de Gauss, qui n'est pas connue de ceux qui n'ont pas fait de mathématiques. Donc une courbe de Gauss, c'est simplement une courbe de moyenne. Si on regarde la taille de tout le monde, de tous les Français, de tous les humains sur Terre, ils sont tous entre, on va dire, 1m50 et 1m90. Et donc il y en a plus qui sont au milieu et moins qui sont sur les bords. Donc ça fait une courbe qui est en cloche. Voilà. Pour faire simple. Et donc lorsqu'on est sur un appareillement facile, moyen, classique qui fonctionne bien, donc dans la moyenne générale, ça fonctionne très bien. Quand on est sur des cas un peu particuliers, c'est clair que l'humain va avoir de la créativité que l'intelligence artificielle ne va pas forcément avoir. Par contre, avec l'intelligence artificielle générative, et l'intelligence artificielle tout court, maintenant qu'on maîtrise de mieux en mieux, on va pouvoir lui apprendre à détecter finalement sans avoir de biais. Mais ça, il faut le contrôler. Je vais donner un exemple. Il me semble que c'est du côté de Caen, il y a une vague de dentelières qui sont retrouvées au chômage, donc pour faire de la dentelle. Et il y a un conseiller France Travail qui a dit mais la dentelle, il faut être minutieux avec ses mains. Là, j'ai une entreprise japonaise qui a trois usines dans le monde, dont une en France pour faire de
des micro-composants où il y a besoin de minutie avec les mains. Des micro-composants numériques, quoi. Exactement, électronique. D'accord. Et donc, ils ont dit, bah, tiens, on va faire passer les tests pour voir si les dentelières peuvent faire de l'électronique. Et bien, ça marche très bien. Donc, il y a un apprentissage qui est humain dans la créativité à un moment donné, mais après, on peut lui essayer de lui apprendre à l'IA générative, de dire, essaie de trouver dans les compétences, et ce n'est pas forcément dans le CV, et c'est là où ça va être intéressant, dans les compétences d'un métier, ce qui peut se rattacher à d'autres métiers. Donc, on va avoir entre la compétence de l'ancien salarié, qui est aujourd'hui demandeur d'emploi, par rapport à une offre d'emploi d'une entreprise. Ce n'est pas forcément un CV, je ne vais pas forcément rechercher un ingénieur en électronique. La personne ne va pas demander « je veux une dentelière ». Donc, mais là, une fois qu'on a appris à l'IA de faire attention aux compétences, et non pas forcément au CV, et les compétences sont les compétences humaines. Donc, traduire en fait, à partir d'un CV, quelles sont les compétences dans le fait d'être dentelière, et de voir si ce n'est pas matchable finalement. En résumé, en fait, l'IA pourrait aider les demandeuses d'emploi en apprenant au RH à regarder différemment de ce qu'ils font d'habitude, en allant sourcer d'autres candidats, etc. Donc ça pourrait être la grande revanche des littéraires, qui sont toujours les laissés pour compte. Vous vouliez dire quelque chose là ? Une autre dimension à ajouter dans cette histoire, c'est qu'il ne suffit pas de faire matcher les offres d'emploi avec les demandes d'emploi. Il y a déjà plein d'emplois, ce qu'on appelle les emplois vacants, qui sont là depuis des années partout, en France, ailleurs, et ainsi de suite. C'est qu'il y a des histoires de disparité géographique. Les emplois demandés ne sont pas forcément là où il y a les offres d'emploi. Et il y a des histoires de disparité de compétences aussi. Et ça, ce sera de plus en plus le cas avec une nouvelle révolution technologique entre ceux qui ont les compétences requises pour un emploi à travers l'IA ou les humains et les compétences qui sont requises pour les emplois qui sont offerts en face. Donc il y aura aussi une dimension d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les former. Les faire bouger géographiquement, ça c'est un autre débat. Oui, mais ça c'est un peu tout ce dont on tournait autour depuis le début de cette émission, à savoir le technosolutionniste. La technologie ne peut pas remplacer l'humain. Si vous cherchez un rendez-vous avec un praticien hospitalier sur Doctolib, pour ne pas la citer, et qu'il n'y en a pas autour de vous, bah, le fait d'avoir une appli plus fluide ne change pas le problème s'il n'y a pas de pédiatre. C'est pas magique. Peut-être pour terminer tout à fait, il y a un enjeu qui dépasse encore l'intelligence artificielle, c'est le changement ou le dérèglement climatique, c'est selon. Alors j'aurais deux questions là-dessus. Bon, premièrement, quel est le coût écologique de l'IA, parce qu'on a quand même l'impression que vous nous parlez de super calcul, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur une exponentielle de consommation très importante. J'ai lu quelque part que juste pour tourner le moteur de recherche de ChatGPT utilise l'électricité d'une ville comme Rennes, alors ça a l'air d'être un peu vertigineux. Et est-ce que ça en vaut la chandelle de l'autre côté? Est-ce que l'IA va pouvoir nous permettre d'avoir des économies d'énergie substantielles? Est-ce que l'IA peut être un vecteur de décarbonation de nos économies? Je tente une première réponse. Vas-y, lance-toi. La première chose, c'est qu'il y a bien des IA et aujourd'hui, on peut vraiment, notamment avec le développement de petits modèles, avoir des IA dans les entreprises, sur les infrastructures existantes, monnayant quelques optimisations, mais ça fonctionne, notamment avec des modèles open source aussi, qui permettent d'avoir une certaine transparence et puis un coût énergétique qui est bien moindre au final. Parce que très ciblé, très spécialisé. Moi, je pense qu'on n'aura pas une IA qui fait tout. On aura peut-être 10, 20, 30 000 IA en open source qui font une tâche ciblée, très spécifique, mais parfaitement bien. Et donc, si un métier, c'est 20 tâches, eh ben, on aura peut-être 20 IA qui vont s'agglutiner les uns sur les autres, mais ils vont être tellement spécialisés qu'ils vont être aussi très légers. Très peu consommateurs finalement d'énergie. Une IA qui veut tout faire, et c'est un peu l'objet de certaines IA américaines aujourd'hui, sont des IA qui sont extrêmement énergivores par rapport à ce qu'on leur demande. Parce qu'en effet, ils peuvent répondre à tout, alors qu'on n'a besoin que de ça. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. D'un point de vue RSE, on a pu voir notamment, que ce soit Microsoft ou Google, leur plan de décarbonation neutre, voire inférieur à zéro, en rendant finalement du CO2 pour 2030 à du plomb dans l'aile, ouais. Parce que là, ils ont fait plus de 30% en 2 ans. Pour décarboner, on est en train de voir une explosion de start-up, aussi bien en Europe qu'à l'étranger, de start-up qui vont mettre sur le marché des mini-centrales
nucléaire pour être décarboné en termes d'électricité. Donc la problématique de la décarbonation va être entre guillemets réglée par la technologie, mais ça ne va pas régler la consommation énergétique. La consommation énergétique sera toujours là, et donc ça sera toujours un problème. Ça, c'est pour un des aspects, mais l'autre aspect, est-ce que l'IA peut vraiment nous aider à dépenser beaucoup moins d'énergie avec des calculateurs? On sait par exemple que pour tout ce qui est l'électricité, il y a des systèmes intelligents qui permettent d'ouvrir les fenêtres, de ventiler, de fermer quand il faut, et donc d'avoir une utilisation optimale de l'énergie. On est déjà à l'os ou on peut faire mieux? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement utilisé. Maintenant, ça va dépendre, là encore, l'IA toute seule ne fera rien. Je pense que c'est l'IA avec la gestion d'un bâtiment, c'est l'IA intégrée à toutes les voitures pour en effet gérer automatiquement la vitesse pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouchon. On a l'impression qu'on va moins vite, mais en fait il n'y a pas de bouchon, donc on va à la destination finale plus vite et avec moins d'énergie qu'avec un bouchon. Enfin, mais ce n'est pas l'IA tout seul, c'est l'IA avec d'autres technologies autour qui vont permettre d'avoir un impact fort. Maintenant, est-ce que on peut parler d'une vraie décarbonation ou d'une vraie maîtrise de l'énergie en gardant toujours l'idée de consommer plus? Ça a l'air d'être une équation insoluble. Ouais. Laure, le mot de la fin, votre avis sur la question? Lourde responsabilité. La contribution de l'IA générative à la transition écologique, finalement, ce n'est pas l'objet central de la littérature économique que j'ai pu lire jusqu'à présent. Le sujet est quand même parfois abordé sous l'angle du nécessaire respect des enjeux environnementaux. Ça, oui. Mais il y a quand même quelque chose qui sort de toute cette littérature, c'est en gros les effets indubitables de cette technologie en termes de consommation énergétique, d'exploitation des ressources et ainsi de suite. Donc ce qui va arriver de façon certaine et ce que l'IA, ou plutôt l'IA générative, peut faire ensuite. Mais ça, pour réduire, pour accompagner la décarbonation, pour permettre la transition écologique, mais ça c'est encore de l'ordre de l'hypothétique, du moins dans ce qu'on voit. Donc on voit qu'il y a un peu un déséquilibre entre les deux. Après, on va voir ce qu'on va en faire. C'était un peu tout l'objet de nos discussions tous les trois aujourd'hui, c'est qu'on a un tout petit peu progressé depuis Socrate. On sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce que sera l'avenir de l'IA, parce que j'ai cru comprendre, grâce à vous deux, que ça dépendra beaucoup de l'humain, mais que ça pourra quand même malgré tout beaucoup aider les demandeurs d'emploi. Merci beaucoup pour vos lumières à tous les deux et bonne journée. Merci. Merci.